Où sera l'opposition au projet du président Macron? La droite pèse 2 fois moins qu'avant. Le PS est moribond. Le FN et la France insoumise en très net recul par rapport à la présidentielle. Alors, dans ce paysage chamboulé, qui va incarner une vraie force d'opposition? On va en parler avec nos invités. Anne Levade, bonsoir. Bonsoir. Juriste, professeur de droit public. Jean-Pierre Mignard, bonsoir. Juriste également. Avocat, proche d'Emmanuel Macron. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vous propose de nous arrêter sur ce que pourrait être cette opposition face à l'écrasante majorité d'Emmanuel Macron, en tout cas celle qui se dessine en vue de dimanche prochain. On voit tout cela avec Julie Hulin. La majorité est écrasante, entre 400 et 455 des 577 sièges. À l'Assemblée, La République En Marche risque de ne rencontrer quasiment aucune opposition. La droite, groupe le plus important, pèse 2 fois moins qu'avant. Et nombre d'entre eux ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteraient la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe. La gauche est, elle, tout simplement laminée, entre 20 et 30 sièges. Du côté des extrêmes, le Front National et la France Insoumise sont en très net recul par rapport à la présidentielle. Il leur sera même très compliqué d'obtenir un groupe parlementaire. Une majorité écrasante, mais parmi elles, 90% de néophytes qui devront prendre leur marque, avec peut-être à long terme l'envie de prendre des libertés. C'est finalement de la rue que pourrait venir la plus forte opposition, de ces électeurs qui ont fui les urnes et qui attendent Emmanuel Macron au tournant. Alors, l'opposition, sa place, sa force dans notre pays, c'est une question, Jean-Pierre Mignard, de vitalité, de bonne santé démocratique. Est-ce que cela vous interpelle qu'on pose depuis hier cette question de l'opposition? Où est-elle? Est-ce qu'elle sera suffisante? Ou est-ce que ça vous paraît légitime de la poser aujourd'hui face à l'écrasante majorité qui se dessine? Oui, je vais vous dire, ce que je trouve étrange dans cette question, c'est pas la première fois où elle est posée, c'est qu'on se tourne vers ceux qui ont été victorieux et on leur dit « mais alors, où est l'opposition ?» Mais ceux qui ont gagné les élections sembleraient devoir s'excuser d'avoir gagné. Je trouve en plus que la communication a été correcte, pas triomphaliste, mais c'est plus d'ailleurs à ceux qui ont perdu qu'il faut poser la question. Pourquoi avez-vous perdu? Pourquoi les électeurs ne sont-ils pas venus? Et pourquoi, d'ailleurs, la moitié des électeurs ont décidé de ne pas venir aux urnes? Ce n'est quand même pas à La République En Marche, qui n'a pas toutes les vertus, ni aux qualités du président Macron, qui sont pourtant grandes. Ça ne suffit pas à expliquer ce qui quand même se passe. Ce qui se passe, c'est une crise démocratique. D'une certaine manière, La République En Marche a comblé un des vides. Elle n'a pas comblé tous les vides. Donc là, ce qui préexistait, ce dont nous parlions longuement, la crise nationale, la crise sociale, la crise démocratique, sur un fond de monde bouleversé, tout ça n'a pas cessé miraculeusement avec l'élection d'hier. Mais on ne peut pas demander à La République En Marche, êtes-vous inquiet de votre succès? Anne Levade, c'est une question, une interrogation qui vous paraît légitime ou est-ce qu'elle est décalée, comme on la voit, comme vient de l'énoncer Jean-Pierre Mignard? Alors, je partage assez largement ce que disait Jean-Pierre. Je crois que la question qu'on peut poser, c'est d'une part, pourquoi les Français, effectivement, sont-ils restés si nombreux chez eux hier ? Qu'est-ce qui explique qu'ils ne se soient pas retrouvés, alors d'abord dans un moment électoral, parce que on ne sait pas exactement pour qui auraient voté ceux qui ne sont pas venus. Toujours est-il qu'ils n'ont pas éprouvé le besoin de venir voter. Alors ça, pour tous les observateurs de la vie politique, l'interprétation de l'abstention, c'est toujours ce qu'il y a de pire. Donc on a toujours les mêmes explications. Il faisait beau. Deuxième explication, les gens pensaient que l'affaire était faite, donc c'était pas la peine d'y aller. Et puis de fait, et on l'a bien vu au moment de la présidentielle, il y a... alors, je ne sais pas s'il faut dire une déception ou une déconnexion, ou les deux combinés. En tout cas, les Français ne se retrouvent pas, à tort ou à raison, dans l'offre politique qu'il aurait faite. Le tout dans une séquence électorale qui a été particulièrement longue, puisque, effectivement, les deux primaires, avec évidemment en amont les campagnes préalables à ces primaires, font que depuis 2 ans, ils ont l'impression de ne rien faire d'autre que voter. Et la deuxième question qui se pose, puisque une fois que cela est dit, ça ne résout rien. La majorité sera manifestement extrêmement forte à l'Assemblée. C'est de savoir où sera l'opposition. Parce que là encore, il faut laisser un peu de temps
autant. Il faut d'abord que cette Assemblée s'installe, il faut que les choses se composent, que les postes se répartissent, à la fois dans la majorité et aussi dans les autres groupes politiques, parce qu'à l'évidence, il y en aura, et voir comment les choses vont se mettre en place. Je ne le souhaite pas au gouvernement actuel, mais on sait qu'il y a eu des frondes plus fréquentes ces dernières années, et donc, finalement, peut-être on peut voir aussi se réveiller, notamment avec une majorité qui a toujours été présentée comme devant être de projet, on peut aussi se voir se réveiller, texte par texte, peut-être, des oppositions inattendues. Vous nous direz ce que vous en pensez, si c'est déjà une crainte. Encore une question quand même sur l'abstention au record. J'imagine qu'elle vous interpelle, qu'elle vous interroge. Expliquez-nous ce paradoxe, Jean-Pierre Mignard. En même temps, il y a un profond bouleversement politique. Vous parlez, à raison, de renouvellement, etc. Et en même temps, on a une forme de fatigue, semble-t-il, démocratique des citoyens qui ne se sont pas déplacés. Comment expliquer ces deux aspects ? Constatons déjà que, je le dis sous le contrôle d'Anne, mais lors des élections législatives qui suivent l'élection présidentielle, le taux de participation est toujours moins important. On peut déjà peut-être faire un constat, c'est que nous, électeurs, considérons, parce qu'on ne va pas s'exclure, considérons que l'élection présidentielle est la plus importante. On peut s'en inquiéter. Mon ami Louis Plenel, il voit là le signe d'une dévitalisation de la vie démocratique. C'est vraiment la Ve République, les institutions de la Ve, et c'est en effet le choix du président. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, voyons quand même ce qui s'est passé. Il y avait un candidat de quand même une formation politique considérable, qui était les Républicains, qui a échoué pour des raisons qui ont certainement laissé un goût amer à beaucoup de ceux qui l'avaient désigné ou de ceux qui l'ont supporté. Donc une grande crise, mais vraiment profonde, à l'intérieur des Républicains. Le Parti socialiste, qui depuis des années n'a pas réussi à trancher ces conflits, et peut-être d'ailleurs aux uns et aux autres de décider en bonne intelligence qu'il fallait se séparer. On peut se séparer lorsqu'un couple va mal. Le droit, précisément, a prévu de faire en sorte que le conjoint ou la conjointe... Mais qui garde les enfants, là, c'est la question pour les partis politiques. Qui garde les enfants, il n'y en a plus, parce que si les enfants, c'est les électeurs, ils sont partis. Voilà, donc comme ils quoi, n'appartiennent à personne, quelquefois, il faut savoir se séparer. On a eu effectivement un vote de rejet dans les deux bords, qui était le vote d'une extrême gauche post-communiste et puis du Front National, dont on disait encore, n'oublions pas, parce que les gens disent, ah ben oui, alors est-ce que ce président Macron, ça ne va pas être une sorte de non pas un thaumaturge, une sorte de dictateur. J'entends parler du parti unique, alors comme en Union soviétique, c'est extraordinaire. Il y a quand même un mois et demi ou 2 mois, nous évoquions les risques du Front National. Alors maintenant, d'ailleurs, grâce à Emmanuel Macron, nous n'avons pas le Front National. On se dit, mais peut-être, est-ce que celui qui a remporté la victoire contre le Front National ne serait-ce pas un homme du parti unique déguisé ? Tout ça me semble très, très bizarre. Je veux dire, donc, il y a une crise politique, il y a une crise démocratique. Je dirais presque que c'est aux formations politiques qui ont été défaites d'analyser ce qu'elles doivent faire. Vous dites tout à l'heure la faute aux autres. Mais attendez, c'est quand même pas la faute sur l'abstention, on peut vous poser la question. Écoutez, alors ça, je trouve ça extraordinaire, Sonia. Vous me dites, sur l'abstention, ça aurait signifié que République En Marche, dans votre esprit, aurait dû être une espèce de parti totalisant qui aurait absorbé tout l'électorat, qui aurait mobilisé tout l'électorat. Effectivement, si tous les électeurs, sans exception, avaient voté En Marche... Non, mais attendez, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois. On ne peut pas... Permettez-moi d'avoir une question plus nuancée. Oui, parce que là, elle était brutale. Non, vous l'avez interprété ainsi. Dans cette phase de reconstruction, c'est vrai, de renouvellement, on peut s'étonner qu'il n'y a pas plus d'appétence, même si les législatives, chez nous, c'est pas l'élection reine, ça reste la présidentielle, évidemment. Alors, Jean-Pierre a raison quand il dit que les législatives suivant les présidentielles, évidemment, c'est la présidentielle qui l'emporte en termes de participation. J'observe quand même que bien sûr, le quinquennat a un peu changé la donne, mais pour autant, le fait d'avoir les législatives qui suivent les présidentielles, c'est quelque chose qu'on connaît depuis toujours. Et pour autant, encore, là, on voit qu'il y a une chute très nette. Il y a 10% de moins de participation qu'aux dernières législatives, il y a 5 ans. Donc ça manifeste quand même quelque chose, encore une fois, qu'il est difficile d'interpréter. Pour ce qui est maintenant de la République En Marche, et j'allais dire des formations politiques traditionnelles, en y réfléchissant, je me dis que je ne recherche pas où est la faute et qui est responsable de quoi. Le fait est que la combinaison entre le résultat d'hier et les primaires montre bien que ceux qui n'ont pas su se renouveler
indiscutablement, ce sont les partis traditionnels. Sans doute en termes d'organisation, de structuration, c'est-à-dire ils ne représentent plus grand-chose, j'allais dire, par rapport à ce que les choses étaient il y a 30 ou 40 ans. Et leur ligne politique n'apparaît plus satisfaisante, souvent d'ailleurs parce qu'en leur sein même, effectivement, il y a des ruptures qui sont extrêmement fortes, que ce soit au sein du Parti socialiste ou au sein des Républicains. Et du coup, ce qui est étonnant, c'est qu'on a le sentiment que La République En Marche, qui va devenir un parti, parce qu'elle n'a pas d'autre choix que de devenir un parti politique, y compris juridiquement, est pour l'instant peut-être analysé comme étant quelque chose de tellement bizarre, nouveau, atypique, une espèce d'objet politique non identifié, que, eh bien, finalement, il n'y a pas d'alternative dans les partis traditionnels. Ou, en tout cas, les électeurs n'ont pas considéré que ces partis traditionnels, qui sont finalement d'une certaine manière délégitimés, pouvaient répondre en quelque sorte ou réagir à cette situation nouvelle. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas presque d'opposition, je ne dirais pas à la hauteur, mais structurée telle que La République En Marche. Il n'y a pas de répondant. C'est exact, c'est vrai, ça, on le constate et on va sans doute le constater encore plus au second tour. Paradoxalement, c'est La République En Marche, le dernier né, qui semble marcher, c'est le cas de le dire, le mieux se dresser sur ses jambes. Peut-être parce que c'est sa formation politique la plus nouvelle, partant d'une analyse de la crise politique, partant d'une analyse de la crise démocratique. Sur ce point, c'est l'analyse d'Emmanuel Macron. Sur ce point, je pense qu'il l'a posé avec le plus de lucidité, et il y a allié à cette lucidité l'audace qui a permis, avec les institutions de la Ve République, de l'emporter. Je voudrais quand même nuancer le propos. Nous sommes ici au Sénat. Il ne me semble pas que la majorité de cette assemblée importante dans la République soit République En Marche. Elle est républicaine, mais enfin, elle n'est pas en marche sur le plan strictement partidaire. Les municipalités, les collectivités territoriales ne sont pas, a priori, encore acquises en marche. Les organisations professionnelles ne sont pas comme l'Union agrarienne. Vous êtes en train de rassurer ceux qui pensent qu'il y aurait trop de pouvoir. Oui, c'est pas l'Union agrarienne de Bulgarie avec le parti du communiste bulgare. Je me permets aussi d'indiquer que la presse est libre, et heureusement, et qu'elle le reste, et nous la défendrons. Et puis enfin, la justice est libre. Donc, heureusement... Sans intervenir, quel que soit le ministre, ni garde des Sceaux, ni personne. Oui, ça, effectivement. De toute façon, comme je pense que la presse est libre, que les journalistes ont mauvais caractère, ils se chargeront de dire aux ministres ce qu'ils en pensent, et ils auront raison. Regardez cette une, Jean-Pierre Mignard, Anne Levade, c'est La Croix. Alors, le titre, c'est les risques d'une hypermajorité. On en a parlé, mais je veux qu'on regarde la photo. La voici. Regardez, derrière Emmanuel Macron, Jean-Paul Delevoye et tous ceux qu'on connaît au premier plan, les autres visages. Il y a une question qui a été évoquée tout à l'heure dans ce débat, c'est la question de la diversité, de la représentativité de cette future Assemblée. Là, on ne parle pas du tout de légitimité. Oui. Certains disent qu'il y a... Et ce n'est pas d'ailleurs un reproche, qu'il y ait beaucoup de cadres, beaucoup de chefs d'entreprise, mais beaucoup de ces CSP+. Est-ce que dans ce cas-là, c'est la vraie France qui est représentée? Parce que c'est ça le but d'une chambre, c'est qu'elle représente la diversité de la France. Je parle à la constitutionnaliste. Alors la question de la représentativité, c'est une question éternelle en démocratie, et c'est une question éternelle qui est aussi évoquée lorsque on cherche à privilégier la proportionnelle par rapport au scrutin majoritaire, parce que cette représentativité, elle est à la fois sociologique et politique. C'est d'ailleurs l'occasion de dire au passage que on voit bien dans les projections qui sont faites aujourd'hui la grande distorsion entre le pourcentage de voix obtenues par les formations politiques et le nombre de sièges qu'ils auraient in fine. Alors si je reviens à votre question, c'est très paradoxal, parce qu'en même temps, La République En Marche a fait ce choix d'avoir une stricte parité sur le plan des candidats, et donc pour la première fois, compte tenu de la majorité très importante que cette formation devrait remporter, il est probable que l'on ait effectivement un nombre de femmes très important à l'Assemblée, ce qui était attendu depuis des années. Mais déjà, donc en termes de représentativité. Après, la grande difficulté, je crois, tient aussi au fait de savoir qui a envie de s'engager en politique. C'est-à-dire que l'idée, alors j'entends bien toutes les propositions les plus fantasques, y compris celles qui préconisent parfois le tirage au sort, c'est-à-dire on ferait des groupes sociologiques et puis on tirerait au sort pour que ce soit représentatif. En même temps, l'engagement politique, c'est quand même d'abord un choix, et derrière cette question éternelle de la représentativité, il y a aussi la question sous-jacente qui est de savoir si on est mieux représenté par quelqu'un qui est votre identique, celui qui vous ressemble, ou si on est mieux représenté par quelqu'un dont on partage des idées et qui ensuite, quel que soit son sexe, son origine, sa profession, etc., va porter le message qu'on a envie de voir porter. Oui, je suis d'accord avec Anne. Je rajouterai une chose qui est peut-être importante, c'est qu'en effet, on voit bien l'échantillon social
représenté par beaucoup des candidats d'En Marche. Alors, ce qui est significatif, c'est que les formations politiques avaient aussi une caractéristique, c'est-à-dire qu'au Parti socialiste, on parlait de sections, LR s'était aussi organisé. Je ne vais pas dire que c'était des organisations qui visaient sur un mode militaire, mais en tout cas sur un mode quand même très, très contraint. Où la vie démocratique, il ne faut pas l'exagérer non plus, ou bien encore les gens étaient obligés de se situer par rapport à des écuries, par rapport à des courants. Et là, vous avez beaucoup de gens qui ont peut-être une conception plus idéale de la politique, plus libre de la politique, plus individuelle de la politique, plus tocquevillienne de la politique. Quand Tocqueville décrit les classes moyennes éduquées, quand il décrit les classes moyennes éduquées comme étant effectivement le ferment de la vie démocratique, je pense en effet qu'on a affaire à beaucoup de personnes qui étouffaient ou qui Maître Mignard, vous n'en faites pas une assemblée un peu idéalisée? Non, c'est pas du tout idéalisé, parce qu'il peut y avoir un certain nombre de personnes qui vont découvrir, et ce sont des amis qui vont découvrir la rudesse de la vie parlementaire, rude d'ailleurs, parce qu'à l'Assemblée nationale, elle est plus rude qu'elle ne l'est au Sénat, donc il y aura des découvertes. Mais ce sont des gens, dans tous les cas, qui n'auraient pas voulu participer à une vie publique engoncés dans les formations politiques traditionnelles. Voilà, ça me semble être une vérité. Oui, ce que dit Jean-Pierre est exact. Simplement, on avait des formations traditionnelles qui avaient une histoire. Qui étaient très traditionnelles, et dont leur histoire, alors même d'ailleurs que le Parti socialiste et les Républicains n'ont pas exactement la même, j'allais dire, culture et tradition, mais dont leur histoire fait qu'il y avait un ancrage local très fort, et qu'effectivement, il y avait une organisation qui avait été construite, mais depuis des décennies, puisque les partis qui les ont précédés fonctionnaient de la même manière. Il n'est pas complètement exclu d'ailleurs que la République En Marche, à un moment ou à un autre, doivent se structurer de la même façon, parce que c'est sans doute aussi le bon moyen de faire vivre une formation politique de manière locale. Vous voulez dire qu'elle finira par ressembler à tous les autres? Non, Anne ne veut pas dire ça. Elle est bien on va la laisser répondre. Non mais attendez, il y a deux choses différentes. Je pense que l'organisation ne fait pas le fond. Moi je ne pense pas que l'organisation du parti soit en cause dans les formations traditionnelles. Je pense que ce qui est en cause pour les Républicains comme pour le Parti socialiste, c'est à un moment donné le renoncement, peut-être à raison de l'organisation des partis, à déterminer une ligne politique et à faire le choix d'un certain nombre d'engagements. Ou alors, deuxième élément, et les deux sont liés, c'est cette volonté qu'ont eu ces deux partis à un moment donné d'embrasser trop large, devant effectivement une menace qu'on a mentionnée 100 fois ici, qui est notamment la menace du Front National, et donc de vouloir faire bloc pour pouvoir, au moment des élections et notamment du deuxième tour, exister. Il y a une chose qu'on a peu dite. Moi, je suis absolument désolée du taux d'abstention. En même temps, ce taux d'abstention a une espèce d'effet miraculeux. Il n'y a pas de triangulaire. Parce que, évidemment, pour qu'il y ait triangulaire, c'est sur la base du nombre d'inscrits et pas du nombre de votants. Or là, par définition, très peu arrivent à 12,5% des inscrits. Donc, on voit bien à quel point ces choses-là sont complexes parfois. Et là, finalement, on a une espèce de simplification du schéma politique qui est liée à cette abstention. Quelle responsabilité, Jean-Pierre Mignard, sur les épaules de tous ces parlementaires de la République En Marche? Parce que s'ils souhaitent incarner, comme c'est présenté, le renouvellement, la respiration démocratique, l'efficacité, l'idéal que vous avez décrit, il n'y a pas droit à l'erreur cette fois-ci. Il n'y a pas droit à l'erreur, oui, d'une certaine manière, c'est exact. Vous avez raison. Je pense en effet que si on échoue, je me dis, je pense en effet que, vu la situation politique globale du pays, vu l'état des forces politiques adjacentes, je crois qu'en effet, la fatigue risque de se transformer en épuisement démocratique. C'est-à-dire qu'on aille bien au-delà. Alors il va falloir trouver sans doute des modes de vie démocratique. Alors d'abord, premièrement, il y a une pratique institutionnelle. C'est pas parce qu'il y a des groupes qui sont beaucoup moins nombreux à l'Assemblée qu'il faut les... Je dirais presque, c'est parce qu'il y aura des groupes plus faibles qu'il faudra faire un surcroît d'attention et d'estime pour ceux qui le disent. C'est des proclamations de vertu, mais si elles ne sont pas suivies des faits, vous verrez, ça se passera mal. Deuxième chose, je pense qu'alors, il y avait une idée d'Emmanuel Macron qui était une idée que j'avais déjà trouvée chez Ségolène Royal, qui était comment associer les citoyens à la préparation des lois. Ah, grand débat. Parce que ce qu'on a appelé la démocratie participative, que le professeur Saint-Omer décrit bien, est peut-être un des morceaux de la solution. C'est-à-dire comment le corps démocratique, le corps civique est-il associé à la confection des lois. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de courage, beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation,
beaucoup de présence dans les circonscriptions pour amener les personnes à s'intéresser, à leur dire, est-ce qu'on vous demande, ce n'est pas de la figuration, c'est effectif. Vous avez raison, c'est un immense boulot. On va conclure, je vais vous laisser la parole, Anne Wade. Juste une question, Maître Mignard, sur la future loi qui va quand même intégrer certaines dispositions de l'état d'urgence, évidemment, et sur de nombreux autres sujets. Je vous avais reçu il y a déjà quelques années, plusieurs mois, vous êtes un grand défenseur des libertés, avec vraiment, j'allais dire, des digues précises entre liberté et sécurité. Qu'est-ce que vous pensez quand même de cette institutionnalisation, en quelque sorte, de l'état d'urgence? C'est-à-dire, encore une fois, soit on se plaint du renouvellement sans fin de l'état d'urgence, soit on décide d'intégrer des dispositions de l'état d'urgence dans la loi commune. Ça revient au même, il va être permanent. Si, alors, je veux dire, il va être permanent. Alors, qu'est-ce qu'on perd? On perd le contrôle parlementaire. Ça, c'est exact, puisqu'il existait. Premier problème, c'est réel. Ce qu'on gagne, le procureur de la République, dorénavant, décidera des perquisitions. Il faut que le procureur de la République soit un procureur de la République qui ait la plénitude de ses qualités, de sa fonction de magistrat. Ce qui veut dire que très rapidement et presque simultanément, on ait en effet un alignement du statut des procureurs de la République sur ceux des juges du siège pour qu'ils soient des magistrats au sens où la Cour européenne des droits de l'homme le reconnaît. J'ai une réticence parce qu'à un moment donné, il est dit que l'exploitation des données se fait par un juge des référés administratifs. Moi, je n'ai rien contre les magistrats administratifs parce que bien souvent, même d'un fois, j'ai bien vu le Conseil d'État défendre les libertés de manière extrêmement vive et quelquefois même plus que la Cour de cassation. Simplement, c'est au juge des libertés, au juge judiciaire, gardien des libertés, qu'il me semble qu'il reviendrait de faire cela. Je ne trouve pas bon, je le dis, que l'ordre judiciaire soit en marge de ce texte. Et là, il va falloir travailler, parce que si on veut vraiment que ça devienne la loi ordinaire, alors il ne faut pas que des dispositions extraordinaires, dont on ne verrait pas l'efficacité, subsistent. Le mot de la fin, Anne Levade? Oui, je vais revenir, non pas du tout que le sujet ne m'intéresse pas, mais je voulais juste revenir un tout petit peu en arrière sur les questions qui nous préoccupent immédiatement, qui sont les questions d'opposition, de majorité, etc. Juste pour dire, et c'est mon mot de la fin, que curieusement, pour la première fois, un certain nombre d'étapes institutionnelles qui en général n'intéressent personne vont être, me semble-t-il, absolument déterminantes dans les jours qui viennent. C'est-à-dire que immédiatement passé le deuxième tour des législatives, vont s'engager un certain nombre de choix stratégiques qui sont déterminants pour la suite. Je pense évidemment aux compositions des groupes. La première question que vous posiez était qui sera l'opposition. Je rappelle que dans le cadre de l'Assemblée nationale, lorsque les groupes sont constitués, ils doivent se déclarer d'opposition ou non. Et ça, ce sera évidemment extrêmement intéressant à voir au moment où on entend un certain nombre de personnalités politiques de droite dire qu'elles voteront la confiance, alors qu'en général, c'est un des critères d'opposition ou majorité. Et puis, bien sûr, il y a les présidences de commission, la présidente du groupe La République En Marche. Tout ça va être absolument déterminant. C'est la condition pour que les choses fonctionnent bien. Et une fois que cette étape est ratée, je ne le souhaite pas, mais une fois qu'elle est ratée, il est très difficile de faire machine arrière.